Salam alaikum Azulflaoun, bonsoir. La commémoration du 60e anniversaire de cette nuit sanglante qui a vu la police réprimer violemment une manifestation pacifique revêt un caractère d'autant plus délicat que les relations entre Alger et Paris sont au plus bas. Après les déclarations du président français sur la nature du système politique en Algérie, le qualifiant de système politico-militaire, mais aussi une mise en cause de l'existence de la nation algérienne avant la colonisation française. Le massacre des Algériens du 17 octobre 1961 à Paris est une vérité incontestable, selon Emmanuel Macron. Le chef de l'État français a déclaré aujourd'hui, pendant une cérémonie officielle pour les 60 ans de cet événement meurtrier, que les crimes commis la nuit du 17 octobre 1961 sous l'autorité de Maurice Papon sont inexcusables pour la République française. Je ferme la parenthèse. Allons plus loin que la sanglante répression admise par son prédécesseur François Hollande en 2012. Le 17 octobre 1961, alors que la guerre de libération de notre pays touche à sa fin, la police parisienne procède à la plus grande répression contre une manifestation en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce jour-là, à l'appel de la Fédération de France, plus de 20 000 Algériens manifestent pacifiquement contre le couvre-feu qui leur est imposé depuis le 5 octobre. Si l'indépendance paraît inéluctable, lors du référendum du 8 janvier 1961, plus des 3/4 des Français ont voté pour l'autodétermination de l'Algérie. Le pouvoir exécutif qui s'obstine à qualifier d'opération police le conflit en Algérie ne peut tolérer que le FLN, considéré comme une organisation terroriste, réussisse le coup de force symbolique d'un défilé au cours de Paris. La réponse orchestrée par le préfet de police de la Seine, Maurice Papon, est terrible, alors que quelques 12 000 Français musulmans d'Algérie sont raflés. Des dizaines d'entre eux sont passés à tabac à coups de crosse et de gourdins. Certains sont même tués par balles avant d'être jetés dans la Seine. Les scènes se déroulent sous le regard passif, à quelques exceptions, près des Parisiens. Le bilan de ce crime n'a jamais pu être formellement établi. Les historiens s'accordent à évaluer au moins 120 tués. L'État français va s'employer à dissimuler ce massacre. Il faudra attendre plus de 20 ans pour que ces historiens et des militants ne révèlent son ampleur. Pourquoi ce long silence sur ce crime d'État, qu'il soit du côté algérien ou du côté français? Rappelons-nous que le régime algérien faisait black-out dans les années 70 et les années 80 sur ces massacres et sur cette date historique. On ne peut ignorer le rôle de la Fédération de France ou les Algériens de l'étranger dans leur combat pour l'indépendance de notre pays, mais aussi le rôle de la diaspora d'aujourd'hui dans son combat pour l'édification d'un État de droit, mais d'une Algérie libre et indépendante, comme elle a été imaginée par nos martyrs, Rabbi Yarhamhum. On ne peut blâmer la colonisation, la considérer comme un crime contre l'humanité, sans toutefois perdre une certaine objectivité sur ce qui est devenu l'Algérie. Pays d'une richesse immense, mise à sac par une clique militaro-politique, kleptocrate qui, on peut la rajouter, n'a pas été pour rien dans le déclenchement des massacres des années 90 par des agissements plus que troubles. On peut également se demander comment un pays aussi riche compte une population aussi pauvre et aussi désireuse de fuir son pays pourtant indépendant. On a là une partie de la réponse à la tragédie du phénomène d'El Harraga. 60 ans après l'indépendance, les Algériens ne se sont pas parvenus à récupérer leur pays confisqué par une frange cupide et machiavélique, comme toutes les pseudo-démocraties dictatoriales à bout de souffle. L'Algérie se doit
de trouver des boucs émissaires à son malheur. Alors pourquoi pas l'ancien colonisateur ou son voisin, le Maroc, avec lequel elle aimerait bien ferrailler, histoire de distraire les Algériens des vrais responsables de leur détresse. Quand on est complotiste, on est content de partager sa soi-disant paranoïa avec d'autres. Pour le pouvoir algérien, les déclarations de Macron sont un cadeau du ciel pour masquer un peu la situation de crise que vit le régime algérien. L'Algérie est à la croisée des chemins et traverse une conjoncture difficile. Notre patrie peut relever le défi, comme elle l'a relevé dans le passé. Cependant, il faut laisser la médiocrité, la corruption, la manipulation, le favoritisme, les privilèges et les laisser aller de côté et se focaliser sur un changement radical de système, comme ça a été proclamé par le peuple, par une nouvelle gouvernance, la transparence des contrats, la justice morale, l'éthique, l'intégrité, le management et la rigueur, tant dans l'administration que dans la gestion, la justice sociale. Nos martyrs ont relevé le défi hier. Le peuple algérien peut le relever aujourd'hui.
17 octobre 1961, 60 ans après. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Monsieur Gilles Monceron, spécialiste de l'histoire coloniale de la France, qui sera avec nous depuis Paris, par téléphone. On aura aussi le plaisir d'accueillir par Skype M. Adel Jabbar, analyste politique depuis le Canada, mais aussi Hassan Hirish, analyste politique par Skype aussi depuis Paris. On aura aussi le plaisir d'accueillir M. Hassan Zahraoui, sociologue et spécialiste de l'immigration depuis Paris, et Mme Senhaja Akrouf, militante politique depuis Paris aussi. Je vais commencer cette émission avec M. Gilles Monceron, qui est avec nous, on me dit, à l'oreillette, spécialiste de l'histoire coloniale de la France. Monsieur Gilles Monceron, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci beaucoup d'être avec nous, Monsieur Gilles Monceron. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette date d'aujourd'hui? Je sais que vous avez organisé une marche pour demain, qui va coïncider bien sûr avec l'anniversaire du 60e, donc le 60e anniversaire des massacres du 17 octobre 1961. Oui, et alors j'étais cet après-midi au pont de Bezons, dans la banlieue nord-ouest de Paris, là où le président a fait un geste. Le président Macron a fait un geste en déposant une gerbe de fleurs au bord de la Seine et en se recueillant pour une minute de silence. Il y a eu en même temps la publication sur le site de l'Élysée d'un communiqué. Et ce communiqué, il comprend le mot crime. C'est la première fois. Le communiqué qu'avait publié François Hollande en octobre 2012 ne comportait pas ce terme. Donc, on peut s'en féliciter puisque c'est un fait établi qu'il y a eu des crimes commis en grand nombre. Simplement, il ne reprend pas l'idée que c'est un crime d'État, c'est-à-dire que les plus hautes autorités de la République de l'époque ont été impliquées dans la commission du crime ou dans la négation du crime. Est-ce que vous pensez, Gilles Monceron, vous avez parlé de geste. Est-ce que vous pensez que ce geste est suffisant pour, si on peut dire, qualifier ces crimes? Non, il n'est pas suffisant. Non, il n'est pas suffisant. Bon, c'est un geste que n'avaient pas fait ses prédécesseurs. Enfin, François Hollande, avant d'être élu président de la République, il avait jeté des fleurs dans la Seine. Il avait été au pont de Clichy, celui-là, un autre lieu de massacre. Il y en a eu beaucoup lors de cet épisode. Donc, on peut noter que le mot crime apparaît dans ce communiqué, mais c'est pas suffisant. Votre réponse, la réponse à votre question, elle est claire. Non, ce n'est pas suffisant. L'idée de crime d'État n'est absolument pas mentionnée, et le préfet de police du département de la Seine de l'époque est nommé Maurice Papon, puisque il est question des crimes commis cette nuit-là sous l'autorité de Maurice Papon. Bon, d'accord, c'est un fait, mais au-dessus de Maurice Papon, dans la hiérarchie de la République de l'époque, il y avait un ministre de l'Intérieur, Roger Frey, il y avait un Premier ministre, Michel Debré, qui sont à la manœuvre, qui ont l'initiative, notamment le 5 octobre, lors d'un conseil interministériel, c'est-à-dire une réunion de travail de certains ministres, si je puis dire, non pas un conseil des ministres qui les réunit tous, sous la présidence du général de Gaulle, c'est un conseil interministériel, et c'est lui qui décide le 5 octobre de ce couvre-feu discriminatoire, attentatoire à l'égalité des citoyens. Puisque à cette époque-là, si je vous comprends, les Algériens étaient si je vous comprends, Monsieur Gilles Monceron, si je vous comprends, vous êtes en train de dire que les institutions de l'État étaient impliquées, parce qu'on a beaucoup appelé ce massacre comme un crime d'État. Oui, on peut le qualifier de crime d'État, même si, au niveau
du gouvernement, certains ministres sont plus impliqués que d'autres, je dirais. En particulier le Premier ministre, qui n'est pas d'accord avec la perspective de l'indépendance de l'Algérie, qui était en train d'être négociée à Évian. Et dépossédé de la question des négociations, du dossier algérien, si je puis dire, eh bien, il garde les prérogatives du maintien de l'ordre en France et il en use à fond et il en abuse en déclenchant dès la fin du mois d'août 61 et pendant tout le mois de septembre, et ça va culminer lors du 17 octobre, une répression contre l'immigration algérienne et la Fédération de France du FLN. Pourquoi ça a pris... il n'en dit rien. Pourquoi ça a pris tout ce temps, d'après vous, Gilles Monseron? Eh bien, ces responsabilités sont lourdes, elles sont élevées dans la hiérarchie de l'État, puisqu'elles concernent le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, et le général de Gaulle, qui à ce moment-là veut mettre fin à la guerre et a engagé les négociations d'Évian, il vient de céder sur la question de la souveraineté algérienne sur le Sahara, à la fin du mois d'août 61. Et il veut vraiment mettre fin à la guerre. Mais dans son gouvernement et dans sa majorité, certains ne sont pas d'accord avec cette issue. Et c'est le cas du Premier ministre, qui a fait nommer un ministre de l'Intérieur à ses ordres, si je puis dire, en phase avec ses choix politiques, et qui peut s'appuyer, qui peut compter sur un préfet de police de la Seine, Maurice Papon, qui est là depuis plusieurs années, et qui est complètement favorable à une répression violente contre l'immigration algérienne et les militants de la Fédération de France du FLN. Ma question était pourquoi ce long silence des deux autorités, Monsieur Gilles Monseron, parce que ça a pris beaucoup de temps, même du côté du régime algérien. On avait essayé donc de mettre de côté, de faire un blackout sur cette date historique, sur ce massacre. Oui. Pourquoi, d'après vous? Vous avez raison. Ben, écoutez, ça a pris du temps parce que les responsabilités étaient élevées précisément au sein de la majorité de l'époque. Il était difficile de les mettre en cause. Michel Debré ne restera pas Premier ministre après les accords d'Évian, mais il reviendra ensuite avec des responsabilités de ministre. Et il reste un des chefs de la majorité qui se réclame du gaullisme par la suite. Donc c'est difficile. Prenons un exemple. Il y a des mises en cause de cette répression au Conseil de Paris. C'est un conseiller de Paris qui mène la dénonciation de Maurice Papon, Claude Bourdet. Et au Sénat, de la même façon, on trouve un sénateur socialiste, SFIO, Gaston Defferre. Bon. Gaston Defferre deviendra 20 ans plus tard, en 81, ministre de l'Intérieur du premier gouvernement après l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République. Et des journalistes vont le voir et lui demandent « Vous avez dénoncé Papon et ce massacre il y a 20 ans. Maintenant, qu'allez-vous faire? Vous êtes au pouvoir, vous pouvez agir sur l'accès aux archives et sur... le fait de dire des choses, eh bien, Defferre leur dit non, impossible, dans 20 ans, dans 30 ans peut-être, mais pas maintenant. Vous voyez, c'était une lourdeur parce que mettre en cause des hauts responsables de la République française, notamment le Premier ministre Michel Debré, de l'époque, qui est revenu ensuite à d'autres fonctions ministérielles, qui a été... le quasi-gouverneur de l'île de la Réunion, où il a voulu maintenir absolument la présence et la mainmise de la France sur ce territoire. Eh bien, ce Premier ministre
Michel Debré, était difficile à mettre en cause. Et encore aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate? Le président de la République, Emmanuel Macron, nomme Papon, mais n'ose pas nommer quelqu'un d'autre que lui, dont le Premier ministre, qui, à mon avis, avait un rôle moteur dans cette répression. Très bien. Si on essaie d'avancer un peu, Monsieur Gilles Monserand, comment vous avez perçu les déclarations de Macron, les dernières déclarations qui qualifiaient le régime algérien du système algérien de politico-militaire. On a vu aussi auparavant, dans sa campagne électorale, pendant son déplacement en Algérie, qualifier donc la guerre d'Algérie de crime contre l'humanité. Beaucoup d'observateurs n'arrivent pas à comprendre la stratégie de Macron, à dire blanc et de faire noir. Beaucoup pensent qu'on est dans la confusion. Quelle est votre perception des choses, Monsieur Monserand? Je partage votre impression, car il est contradictoire de dire que la colonisation a été un crime contre l'humanité. C'est ce qu'il avait dit avant même d'être élu président de la République dans un entretien à Echorouk. Et puis de dire après, une fois qu'il est élu président, plusieurs années plus tard, de dire ce qu'il a dit le 30 septembre dernier, où moi, ce qui m'a gêné le plus, c'est ce qu'il a dit sur l'inexistence de la nation algérienne avant la conquête et la colonisation française. Ça, c'est grave, parce que c'est une idée reçue, un stéréotype colonial, de dire c'était des tribus éparses qui n'avaient pas de construction et de liens étatiques et qui ont été rassemblés et organisés par la colonisation française. Ben, c'est faux. C'est un argument de la colonisation, et il reprend cet argument en disant qu'il n'y avait pas de nation avant 1830. Or, il y a des périodes, des phénomènes qui sont des prémices de l'émergence de la nation algérienne, qui bien sûr s'affirmera pendant la guerre de l'indépendance nationale. Et sur ces déclarations qualifiant le système algérien de politico-militaire, comment vous avez perçu ça? Jamais un chef d'État français n'a déclaré de telles déclarations sur le régime algérien. Alors ce que je dirais, c'est que là, il sort de son rôle. Parce que des analystes, des anthropologues, des historiens, des sociologues se prononcent sur l'évolution de l'Algérie contemporaine, c'est parfaitement normal. Et sur le régime qui s'est mis en place après l'indépendance. Ça fait débat en Algérie même. Dans l'Irak, beaucoup d'idées émergent qui sont parfois critiques pour le régime qui a suivi l'indépendance de l'Algérie. Bon, mais qu'un président français intervienne sur ce terrain, à mon avis, c'est déplacé. C'est pas aux hommes politiques de dire l'histoire, ni de porter des jugements de cette façon-là. Mais aussi vous avez parlé du Hirak, Monsieur Monserand. Pour une grande partie d'Algériens, ils pensent que Macron, à un point, a marqué dans ce qualificatif. Écoutez, à mon avis, moins Emmanuel Macron intervient dans les affaires algériennes, plus il laissera faire le peuple algérien dans les débats qui le concernent et sur lesquels il se mobilise. Il a parlé de rente mémorielle aussi en Algérie. Là aussi, il se risque sur un terrain qui n'est pas le sien. Laissons les Algériens débattre. Et il y a une rente mémorielle française qui est une espèce d'ensemble de stéréotypes coloniaux sur lesquels il joue en même temps lui-même. Alors qu'il s'occupe du travail à faire vis-à-vis de l'opinion française pour détruire ces mythes de l'époque coloniale.
Merci beaucoup, Monsieur Gilles Monceron. Merci d'être avec nous. Merci pour votre participation dans cette émission. Gilles Monceron, spécialiste de l'histoire coloniale de la France, qui est avec nous depuis Paris. On a été rejoint aussi par Monsieur Hassan Zahraoui, qui est avec nous, mais aussi par Senhadja Akrouf, qui est militante politique. Je vais donner la parole à Senhadja Akrouf. Senhadja Akrouf, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Est-ce qu'on a avec nous Senhadja Akrouf? Oui, je suis là. Ah, d'accord. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, Senhadja? Oui. Ah, très bien. Bonsoir, marhaba bik. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Alors, cette journée, Senhadja, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vous avez entendu Macron. Monsieur Monceron a dit qu'il a fait un geste. Est-ce que vous pensez qu'il a fait un geste? Il a fait un geste, mais nous, on était... moi, je fais partie du collectif dont fait partie Gilles Monceron, le collectif du 17 octobre 61. Ça fait des années qu'on lutte pour que la France reconnaisse les crimes d'État, le crime d'État notamment particulièrement du 17 octobre. Et donc, pour nous, c'est au-deçà de ce qu'on attend. Très bien. Et comment donc je sais que vous êtes derrière donc une préparation d'une marche pour demain, donc pour commémorer cet anniversaire. Quel sera donc l'objectif de cette marche? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'organisation de cette marche? En fait, l'organisation de cette marche, il faudrait savoir que ça fait juste un petit mot, je ne sais pas combien de temps, parce que moi j'aime bien savoir combien de temps pour dire l'essentiel. Mais rapidement, Gilles Monceron l'a dit, c'était exactement la question que vous lui avez posée. Il y a un silence sur la question, sur les massacres d'octobre 61, jusqu'au jour où un certain Enodi, à qui je rends hommage parce que c'est un collègue aussi, c'était un éducateur à la PJJ, et d'Annex qui ont, par leur écrit et par des films, ils ont mis cette question 20 ans après, c'est-à-dire en 81, et à partir de ce moment-là, beaucoup de gens, même des militants, ne savaient pas, c'était presque un tabou de parler de ça. Pourquoi c'est important pour nous de parler du 17 octobre? J'ai envie de dire presque c'est une affaire franco-française, parce que nous ne demandons pas à l'État algérien de reconnaître les massacres d'octobre, mais au gouvernement français, parce que l'histoire ne peut pas se faire sans qu'elle soit écrite. L'histoire ne peut pas se faire sans qu'elle soit clarifiée. Et tant que cette question n'est pas clarifiée, tant que cette question n'est pas assumée par l'État, ça fera des Zemmour. Cette année, ça s'appelle Zemmour. L'année dernière, c'était Le Pen. Et dans quelques années, je ne sais pas quel nom. Parce que ils ont peur des mots. Du coup, on tombe dans l'amalgame, dans la peur de des calculs politiques, et en réalité, ils se retournent contre eux. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est Zemmour qui donne le temps politique. C'est lui qui donne le temps aux élections prochaines. Tout ça parce que il n'y a pas quelque chose d'assumé, de dire s'il y a des Algériens, s'il y a des Marocains, s'il y a des Tunisiens qui sont ici. Et je le rappelle aussi, c'est le premier quand même massacre d'ouvriers depuis la Commune de Paris. En termes de nombre, c'est le premier massacre après la Commune de Paris. Et si tout ça n'est pas assumé, eh ben, il y aura de la haine et la rancœur des enfants, des enfants et petits-enfants de ceux qui ont été jetés dans la Seine, pas forcément jetés physiquement, mais symboliquement, et les Français qui vont pas comprendre pourquoi cela reproche. C'est pour ça que c'est important cette reconnaissance. C'est pour ça, on n'est pas que dans la symbolique. Quand il y a un homme qui donne pas une pension à sa femme, pourquoi il faut passer par la justice pour la construction de ses enfants? Parce que c'est important que cet homme
Sanhaja? Elle est toujours avec nous, Sanhaja? Est-ce que vous êtes toujours avec nous, Sanhaja? Je pense qu'on l'a perdu. On me dit, on va essayer de la recontacter très rapidement, Sanhaja Akrouf, qui est donc, je pense, responsable pour cette marche qui est organisée demain à Paris par la diaspora algérienne pour commémorer donc cet anniversaire, 60 ans après le 17 octobre. Je vais donner la parole à M. Hassan Zahraoui qui est avec nous aussi. Hassan Zahraoui qui est sociologue et spécialiste de l'immigration qui est avec nous depuis Paris. Sociologue, M. Zahraoui, sociologue. Voilà, écoutez, bonsoir Hassan, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Merci, mais vous m'avez laissé parce que je suis malade en dernier et je suis dans un café, je suis descendu dans la cave comme à l'époque du FLN. Donc là, écoutez, ce 60e anniversaire nous interroge profondément et il faudrait recontextualiser un peu ce qui s'est passé. C'est que l'opération Jumelle en 58 a détruit les maquis et vraiment leur a porté un coup énorme. La bataille d'Alger a porté aussi un coup énorme. Alors le fait de déplacer la guerre vers la France, de toute façon on ne la déplace pas, c'était depuis le début, de faire pression du côté de la France et d'alerter l'opinion internationale de données très importantes. D'abord, il faut voir comment s'est structurée l'organisation du FLN. C'est par des étapes. En 56-57, c'est les massacres entre le MNA, le même 58 et le FLN. Ensuite, à partir de 58, l'organisation, le FLN a décidé de prendre les choses en main, de faire des actions de sabotage, de frapper, de mitrailler des commissariats de police, de faire une certaine pression sur les autorités françaises, parce que c'était important. Il ne faut pas oublier que le congrès de la Soumane avait attribué un rôle important à l'immigration algérienne. Maintenant, nous en sommes à 60 ans d'un crime d'État non reconnu en tant que tel. Jusqu'où sont allées les responsabilités? C'est la première question qui se pose. Moi, je suis persuadé que Michel Debré est le principal instigateur, même je ne l'accuse pas, je dis que c'est une hypothèse de travail, que le général de Gaulle était informé, mais qu'il ne voulait pas, même s'il n'était pas d'accord avec Michel Debré sur la politique algérienne, Michel Debré étant Algérie française, je pense que cette tragédie aurait pu être évitée si le général de Gaulle n'avait pas confié le maintien de l'ordre à Michel Debré sur Paris. Donc Paris et la région parisienne, sur la France. Et donc c'est la première question, jusqu'où remontent les responsabilités de cette sombre affaire au sommet de l'État. La deuxième question, c'est combien de morts? Les deux historiens anglais, Dumos et Master, ont évalué à 200, ou je n'ai pas le chiffre en tête, mais jusqu'à quand on va rester dans ce non-dit, dans ces chiffres non reconnus, on ne sait pas combien il y a de victimes. Jusqu'à aujourd'hui, la recherche doit se faire pas seulement sur le 17 octobre, mais sur l'ensemble de l'histoire de l'immigration et de sa participation à la Révolution. N'oubliez pas que l'organisation du FL et la Fédération de France du FLN, c'était une organisation très structurée, très forte. Bien sûr, au départ, il y a eu de la contrainte, de l'intimidation, de la menace pour que ça se structure, mais une fois structuré, on n'a jamais vu un mouvement révolutionnaire dans un pays colonisateur par les colonisés qui sont sur place. Ça, c'est une chose. Après, la question de la réparation. Est-ce qu'un jour, on va reconnaître d'abord ce crime d'État et d'autre part, indemniser les victimes? Ça, c'est une chose très, très importante. La question, il n'est pas seulement question de mémoire, et il n'est pas question de repentance. Moi, personnellement, c'est un point de vue subjectif,
Et je ne suis pas pour la repentance. Mais par contre, la France se grandirait en étant dans la reconnaissance. Comment? Au pays des droits de l'homme et du citoyen, on organise une chasse à l'homme qui, attention, je vous signale quand même, et je pense que Gilles Monson, que je salue par ailleurs, et c'est de quoi je parle, c'est que, si vous voulez, le 17 octobre, c'est le summum. C'est comme, monsieur, comme vous l'avez dit vous-même, c'est comme monsieur Papon décide le 5 octobre 1961 d'interdire aux Algériens de sortir à partir de 20h, ce qui était complètement illégal, anticonstitutionnel, raciste, discriminatoire, puisque les Algériens, à ce moment-là, on les appelait les Français musulmans d'Algérie, ils étaient français. Donc c'est anticonstitutionnel. On distingue entre les citoyens. Alors leur interdit, c'est comme une assignation à résidence, et ça me fait penser au code de l'indigénat dans les années 1880 et quelques, qui a perduré jusqu'en 1945, jusqu'à 1945, c'est-à-dire que l'indigène ne pouvait pas se déplacer en dehors de son... Oui. Dahsen, si on revient un peu sur... Vous êtes aussi spécialiste de l'immigration. Si on revient sur le rôle de l'immigration dans la guerre de libération, mais aussi si on peut faire un peu le pont par rapport à la diaspora, par rapport à l'immigration de maintenant, son rôle dans le Hirak. Comment peut-on comparer donc ce rôle, M. Zahraoui? Non, écoutez, le rôle de l'immigration algérienne, de toute façon, il faut savoir que c'est une histoire de lutte. N'oubliez pas que le premier parti nationaliste, l'Étoile noire africaine, créé en 1926, l'a été en France. Alors, c'est vrai qu'il y avait aussi une prise de conscience de l'autre côté, mais ça a été, à partir de là, la France a toujours été, pour l'immigration, a toujours été un lieu de lutte, y compris un lieu d'opposition par rapport au pouvoir après l'indépendance. Et les mouvements d'opposition ne pouvaient pas s'exprimer de l'autre côté, donc ils se sont créés ici dans l'immigration. Donc l'immigration est politisée. L'immigration algérienne fait partie peut-être des immigrations les plus politisées, parce que formée justement à la colonisation, à la discrimination, au rejet, au racisme, etc. Donc ils ont dû combattre. Et du coup, l'organisation du FLN, il faut savoir, moi je connais très bien cette histoire, et je connais des témoins, c'est pas un seul, c'est des dizaines de témoins que je connais, y compris dans ma famille. Alors ils cotisaient de l'argent, ils se réunissaient clandestinement. Il fallait, le capital qu'ils réunissaient a joué un rôle énorme dans l'armement de la Révolution. Mais malheureusement, comme la Fédération de défense du FLN, elle était plutôt partie prenante du côté de GPR. Et comme c'est le clan Moujda qui l'a emporté, du coup, et ils ont tout fait pour faire une sorte d'omerta, y compris sur ce 17 octobre, qui a fallu avoir du temps pour qu'ils puissent, nous a fallu du temps pour qu'ils puissent donc être reconnus. Maintenant, évidemment, c'est reconnu, c'est reconnu, mais en France, Hassan Zahraoui. Merci Hassan Zahraoui. Je pense qu'on a des difficultés à vous entendre. Hassan Zahraoui, qui est sociologue et spécialiste de l'immigration, qui était avec nous depuis Paris. Merci à vous. On va redonner la parole très rapidement à Hassan Hadja Akrouf avant d'entamer donc cette deuxième partie avec Adel Jabbar et Hassan Hirej qui sont avec nous via Skype depuis le Canada et depuis Paris. Hassan Hadja Akrouf, on vous a perdu un petit moment. Vous avez parlé de symbolique, donc de faire la lumière sur cette partie de l'histoire algérienne, mais aussi la symbolique du rôle de l'immigration, non seulement dans le passé, mais aussi à l'heure actuelle. Oui, j'espère qu'on m'entend. Oui, très bien. Allez-y. Oui. Je disais, c'était important la reconnaissance. On n'est pas. Moi, je suis d'accord avec. Je souscris à ce qu'il a dit M. Zahraoui. On n'est pas dans la repentance, ou on n'est pas sur quelque chose de moral.
On est dans quelque chose de reconnaissance. Et on ne peut pas se construire, je parle notamment des enfants d'immigrés, des enfants qui sont ici. Parce que les Algériens, il y a eu d'autres guerres après, j'ai envie de dire. Mais pour les enfants qui sont nés ici, il y a besoin de se construire. Et pour se construire, il y a besoin de connaître son passé et d'être reconnaissant. Et c'est pas juste... on reconnaît que ça a été un crime. Il faut que l'État reconnaisse que c'est que leurs parents, que leurs grands-parents, ils ont été assassinés, ils ont été tués, et on tourne la page. Une fois que ça a été reconnu, il pourra... Cette haine, je disais tout à l'heure, cette haine, elle est alimentée. Les Zemmour, les Le Pen sont aujourd'hui, s'ils sont aussi forts, c'est parce que cet État français ne prend pas ses responsabilités de reconnaître que les enfants, s'ils cassent dans les banlieues, s'ils brûlent dans les banlieues, c'est parce que leur histoire aujourd'hui, elle a été malmenée et elle est toujours reléguée. Quand c'est pas les immigrés, c'est les enfants, c'est les délinquants. Et ça ne peut se faire qu'une fois que l'histoire a été écrite et reconnue formellement, pas juste par des petits gestes de jets de fleurs dans la Seine. Et par rapport à la situation actuelle, il y a beaucoup aussi de ressortissants algériens qui sont à l'étranger, qui demandent qu'il y ait un changement de système, Sanhadja Akrouf. Et vous avez vu vous-même le rôle de la diaspora, non seulement à Paris, là où vous êtes en France, mais aussi dans d'autres capitales occidentales. Comment peut-on qualifier ce rôle? Parce que pour les Algériens, ce qui s'est passé après 62 est aussi important qu'avant 62. Enfin, nous, on s'inscrit dans le combat de ceux qui ont été jetés dans la Seine, c'est-à-dire pour que l'Algérien vive l'indépendance. Moi, je pense qu'on est un État indépendant, mais le peuple, il est maltraité. Le peuple, ils ont pris aujourd'hui, le 17 octobre 21, on ne noie pas dans la Seine, mais on emprisonne des jeunes et on en a torturé à peine il y a quelques mois. Je ne mets pas sur le même pied d'égalité la colonisation. Je pense qu'il n'y a pas pire que la colonisation. Nous sommes aujourd'hui citoyens et on peut se battre en tant que citoyens. Mais ce n'est pas suffisant. Et pourtant, Sanhadja Akrouf, les Algériens, quand ils sont sortis depuis 2019, ils scandaient « Al-Istiqlal, Istiqlal, Istiqlal ». Oui, c'est-à-dire il faudrait qu'il y ait l'istiqlal de cette Issaba. C'est évident que cette Issaba, elle a confisqué l'indépendance. Juste pour revenir, et c'est important parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc il faut que je dise beaucoup de choses. Si aujourd'hui dans l'immigration on parle, parce que beaucoup de gens de l'intérieur, évidemment, pas ceux qui soutiennent le Hirak, pas ceux qui sont une majorité un peu silencieuse, nous ne voulons pas mettre le feu de Paris et de Montréal. Nous voulons reprendre la flamme parce que comme pendant la guerre de libération, quand les gens ne pouvaient pas parler, c'est la diaspora, c'est l'immigration, c'est la diaspora qui s'appelle maintenant la diaspora, qui a toujours été le relais. Et nous sommes dans notre rôle, nous ne le dépassons pas, nous sommes dans notre rôle quand des gens sont emprisonnés, quand des associations sont dissoutes pour la simple raison parce que il se trouve Rage, par exemple l'association Rage qui a été dissoute, pour la simple raison, aucun crime, on ne peut pas l'accuser de quoi que ce soit. Son seul tort, c'est d'être une association qui est active. Et donc, pour toutes ces raisons-là, nous appelons demain à la marche, de rejoindre la marche du 17 octobre. Nous serons sur la place de la République à 13h. On partirait de la place de la République à 13h30, 13h45 pour rejoindre le Rex et pour marcher avec tous les gens qui sont épris de justice. Monsieur Monstran vient de parler. Il y aura des milliers de Français qui vont sortir demain pour dire à Zemmour, pour dire à tous ces gens qui sont dans le rejet de l'arabe, qui sont dans le rejet de l'immigré, dans le rejet de tout ce qui n'est pas gaulois, de dire ces gens-là font partie de notre histoire et c'est pour ça que demain nous marcherons ensemble avec tous nos amis français, algériens et tous les épris de la justice
et pour un monde plus juste. Juste pour rappeler, donc, demain à partir de 13h de la place de la République. Très bien. Et ceux qui ne peuvent pas être à 13h, c'est 15h devant au Grand Boulevard, métro Grand Boulevard, c'est le cinéma Le Rex. C'est là où elle a démarré la marche un certain 17 octobre 61. Merci beaucoup, Sanhadja Akrouf. Merci d'avoir participé dans cette émission. Sanhadja Akrouf, militante politique qui était avec nous depuis Paris. On va passer à nous deux amis, Adel Jabbar et Hassan Hiresh. D'abord, je dois m'excuser parce que je vous ai pas donné la parole et vous avez attendu un bout de temps et je m'excuse par rapport à ça. Adel Jabbar, je vous donne la parole après Hassan Hiresh. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport donc à cet événement, cet anniversaire, 60 ans après? D'abord, vous n'avez pas à vous excuser, nous sommes des gens sages, mais surtout très patients. Sinon, nous aurons abandonné la lutte. Donc, le combat continue. On ne lâche pas, on est patient et on sait attendre l'heure voulue pour réagir. Moi, je vais, sans être historien et sans vouloir trop faire dans l'histoire, je vais résumer tout ce qui s'est dit en une phrase que j'ai trouvée sublime qui a été dite par M. Gilles Monserand. Il avait dit que M. Macron, le président de la République française, a été jeté des fleurs dans le fleuve de la Seine. Donc pour moi, c'est un jet de fleurs qui n'a absolument aucune importance. Le crime est un véritable crime d'État. Il faudrait se rappeler qu'à l'époque, en octobre 61, le GPRA avait entamé des discussions sur l'avenir de l'Algérie indépendante avec le gouvernement colonial français. À l'intérieur de ce gouvernement, de cette oligarchie politique, il y avait des gens qui étaient fondamentalement et farouchement opposés à l'idée d'indépendance de l'Algérie. En faisant un petit travail de recherche ce matin, je suis tombé sur quelque chose d'extraordinaire qui me fait dire et qui me laisse convaincu que nous ne sommes pas sortis de la colonisation. Pour moi, je continue à dire qu'en 62, il y a eu un transfert du bail de location entre une armée coloniale qui est partie et une armée coloniale qui est rentrée. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, nous n'avons pas eu l'émancipation et la citoyenneté à laquelle nous avions aspiré depuis 1962. En faisant ces petites recherches, j'ai aussi relevé que Papon, qui était secrétaire général de la préfecture de Gironde ou de Bordeaux, avait signé des documents qui ont permis le transfert de 1600 victimes juives à Auschwitz. Et il a été rattrapé beaucoup plus tard et il a été condamné, il est passé aux assises. Mais on a reconnu un crime, mais on n'a pas reconnu un autre, qui est celui d'avoir tué de sang-froid, massacré de sang-froid des Algériens qui, à l'époque, étaient considérés comme des Français musulmans. Aujourd'hui, faire ce qu'a été fait par le président Macron, et pour moi, relève tout simplement du cynisme politique. Mais je ne plains pas la France. Je ne la plains pas. Je plaindrai beaucoup plus ces boys qui sont à Alger et qui ne revendiquent pas aussi bien la reconnaissance que la repentance et l'indemnisation des descendants, des victimes de cette horrible tuerie, de cet horrible massacre, qui est un crime contre l'humanité. Et comme tout crime de l'humanité, ce crime est imprescriptible. Viendra le jour où nous allons confondre ces tueurs, où nous allons confondre l'État colonial français, parce qu'aujourd'hui, on est resté dans les stéréotypes de la France néocoloniale. Rien n'a changé, ce sont les mêmes réflexes. Le fait d'aller jeter des fleurs ce matin, c'est une tentative du hold-up mémoriel, comme l'a dit M. Macron, et dont il est en train de se saisir aujourd'hui, comme il a fait sa tentative à Montpellier pour rénover une nouvelle France-Afrique conforme aux intérêts néocoloniaux de la France. Très bien. Vous êtes en train de dire à Adel Jabbar que rien n'a changé. Je donne la parole à Hassan Hiresh qui est donc resté sagement, comme l'a dit Adel Jabbar. Hassan Hiresh, merci encore une fois d'être avec nous. Marhaba bik. Très content de t'avoir dans cette émission. Et désolé si on a pris tout ce temps pour te donner la parole.
comment peut-on lire le geste de Macron, Hassan Hirush? Il a reconnu les faits, les crimes commis cette nuit-là sous l'autorité de Maurice Papon, sont inexcusables par la République. Il définit seulement les responsabilités de Maurice Papon. Est-ce que vous pensez que c'est un geste si on peut dire, osé par Emmanuel Macron? D'abord, bonsoir à vous, à votre équipe, bonsoir à tous vos invités, notamment à Adel Djibar qui est resté avec moi là et qui a été effectivement aussi très patient. Je suis très content de l'entendre à chaque fois et je suis très content d'avoir entendu aussi Gilles Manseron parce qu'il fait partie justement des Français qui sont des amis des Algériens et qui fait un travail extraordinaire pour faire émerger la vérité sur ce qui s'est passé pendant cette période noire entre les deux pays. Alors maintenant, par rapport à votre question, il faut dire que Emmanuel Macron se trouve dans une situation un peu difficile parce qu'il est à la veille d'une campagne électorale pour les présidentielles et donc tout le monde, tous les observateurs pensent qu'il va se représenter une seconde fois donc aux élections et donc il joue en fait en essayant de ménager la chèvre et le chou parce qu'il sait très bien qu'il y a un électorat on va dire ultra qui est resté Algérie française et qui ne lui pardonne pas d'avoir qualifié la guerre d'Algérie et la colonisation de crime contre l'humanité. Un crime contre l'humanité. D'ailleurs, je relève que parmi tous ceux qui ont parlé là précédemment, seul Adel Djibar a prononcé le mot justement de crime contre l'humanité. Et j'attendais de prendre la parole pour le dire. Et je suis très content que Adel Djibar, dont j'apprécie tout le temps les interventions, a prononcé effectivement ce que beaucoup n'osent pas prononcer, à savoir que non seulement il s'agit de crimes contre l'humanité en ce qui concerne octobre 1961, mais toute l'occupation depuis 1930 jusqu'à 1962, ça a été une histoire jalonnée de crimes contre l'humanité depuis le 19e siècle, en passant évidemment par la célébration du centenaire de la colonisation en 1930 et puis bien évidemment la guerre d'Algérie, notamment avec les opérations jumelles que Hassan Zahraoui avait mentionnées. En fait, il y a deux points qui me semblent, même si je ne suis pas historien, il y a deux points qui me semblent extrêmement importants à souligner dans ce que nous sommes en train de commenter. Un, c'est que la colonisation française de l'Algérie est une colonisation de peuplement. C'est-à-dire que dès les années 1870, il y avait déjà plus de 700 000 Européens qui étaient en Algérie et auxquels on a attribué les terres algériennes suite à des spoliations successives, notamment des spoliations après la révolte de 1871 de Cheikh al-Mokrani en Kabylie, où des milliers, je dis bien des milliers d'Algériens ont été massacrés, ont été envoyés dans les bagnes de la Nouvelle-Calédonie et de la Guyane française, et un certain nombre d'entre eux ont dû fuir vers le Constantinois, vers Annaba, et aussi particulièrement en Tunisie et en Syrie, en Palestine. Donc, en réalité, c'est une suite, j'allais dire logique, de ce qui s'est passé au XIXe siècle et pendant la guerre d'Algérie, et qui fait que l'Algérien, en réalité, était considéré comme un sous-humain. Il faut rappeler aux auditeurs de le Maghrebiya que depuis le XIXe siècle, on considère que les Européens
étaient des êtres supérieurs aux autres humains des autres pays, notamment les Africains. Et c'est parce que on a considéré que nous étions dans l'infra-humanité qu'il y a eu cette succession de crimes d'État, de crimes contre l'humanité, de crimes abominables qui se sont succédés jusqu'à octobre 1961 au moins. Et quand il qualifie Hassan Hirish, juste rajouter ça, Nassar, si vous le permettez, pour ne pas trop étaler sur l'historique, allez-y. Je voudrais citer Antoine Porot, qui a été un de ceux qui ont instauré l'école psychiatrique d'Alger et qui considérait que le cerveau des Algériens était le même que celui des primates et qu'il était donc pas possible de considérer les Algériens comme des humains. Donc, à partir de là, il est évident que nous conduire vers des abattoirs était pour eux une logique tout à fait naturelle. Et si on n'a pas compris ce phénomène historique, anthropologique et politique, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé en octobre 1961. Oui. Très bien. Si on revient un peu ce qu'a dit Adel Djebbar quand il avait donc qualifié que la situation n'a pas changé, Hassan Hirish, et qu'en 62, il y avait seulement un changement de bail. Est-ce qu'il y a une exagération de Adel Djebbar ou on vit, les Algériens constatent que malheureusement, depuis 62, il n'y a pas eu de changement par rapport au système politique, par rapport à ce système de dictature, si on peut dire, qui s'est installé juste après l'indépendance. Est-ce que vous pensez que c'est exagéré de la part de Adel Djebbar de dire ça ? Si Nassar, j'aurais voulu démentir Adel Djebbar, j'aurais voulu lui dire qu'il exagère. Mais malheureusement, la situation depuis 1962 à ce jour lui donne raison. Et je dirais même que j'aimerais exprimer toutes mes pensées, tout mon respect pour les victimes d'octobre 1961 et aussi pour les victimes d'octobre 1988. Parce que malheureusement, les mêmes causes produisent les mêmes effets. À partir du moment où l'Algérie de 1962, qui a été malheureusement victime d'un coup d'État du tandem Bouharouba-Ben Bella, a repris telles quelles les institutions coloniales et les ont appliquées à l'Algérie indépendante. Dès lors que les institutions coloniales ont produit de la violence institutionnelle, il est évident que les mêmes institutions, après 62, allaient produire de la violence institutionnelle. Et c'est la raison pour laquelle les deux armées n'ont pas hésité, malheureusement, à tirer sur des citoyens à main vide, sur des citoyens inoffensifs, sur des citoyens qui ont toujours prôné la lutte pacifique. J'ai le cœur absolument blessé de dire que le système algérien, que le système post-indépendant, que l'armée algérienne a utilisé et utilise encore les mêmes méthodes que les institutions françaises, que l'armée française, et que les Algériens restent encore, malheureusement, un peuple dépossédé de sa souveraineté, dépossédé de ses droits et dépossédé du respect que l'histoire lui doit. Très bien. Restez avec nous, Hassan Hirish. Adel Djebbar, toujours cette question du rôle de l'immigration, du rôle de la diaspora algérienne. On l'a vu, bien sûr, on est en train de parler du rôle de la Fédération de France qu'elle a joué donc, dans cette guerre de libération. Comment peut-on qualifier le rôle de la diaspora
aujourd'hui pour l'édification donc d'une Algérie indépendante, Algérie libre, d'une nouvelle Algérie si on peut dire, mais comment ça a été perçu par le peuple algérien, non par le régime algérien? Il faut d'abord préciser les choses, appeler les choses par leur nom, comme disait Albert Camus. Parce que mal définir ou mal appeler les choses par leur nom, c'est ajouter au malheur des choses. Il faut dire d'abord que la diaspora n'est pas un corps étranger au peuple algérien. La diaspora algérienne, quoique je ne suis pas d'accord avec cette définition, parce que nous sommes des immigrants. Les Algériens de l'immigration. Exactement. Nous sommes partie intégrante et indéfectible de ce peuple et de ce pays-là. Sinon, nous donnerons la chance à ceux qui nous considèrent comme étant des corps étrangers en train de faire du tchouich sur un régime. L'Algérie nous habite, même si nous ne l'habitons pas. Cela a été dit par beaucoup d'Algériens de l'étranger. Si la Fédération de France de l'époque, la 7e wilaya, comme on l'appelait, a fait ses devoirs, l'actuelle génération des Algériens, dans toute sa composante humaine, est en train de faire ses devoirs, parce qu'elle a un devoir de mémoire envers ce pays-là. Nous ne sommes pas détachés, nous ne sommes pas amnésiques, nous n'avons pas la culture de l'oubli. Nous perpétuons le combat de ceux qui nous ont précédés pour nous donner la chance de pouvoir parler, de pouvoir espérer, de pouvoir vivre et de pouvoir rêver. Donc, malheureusement, ce rêve-là a été confisqué, il a été brimé par une oligarchie militaire prédatrice qui est venue, par la force de la mitraillette, confisquer le pouvoir et renvoyer les Algériens dans leur trou. Si hier, c'était la paponnade et on tuait à tout bout de champ des Algériens en leur tirant dessus et en les jetant dans les fleuves, aujourd'hui, c'est des tabounades et les chengrihades. Ça n'a pas trop changé. On est en train de massacrer on a massacré des Algériens en 92, on a tué des Algériens en 88, on a tué des Algériens en 2001, on a continué à tuer des innocents Algériens, de les traumatiser, de les torturer, de les emprisonner injustement, et puis de leur dénier le droit à l'existence. Aujourd'hui, l'Algérien de l'Algérie est en train de vivre sous le coup de poussoir de cette dictature ignoble et sauvage, comme un endetté qui demanderait le droit ou qui demanderait de l'aide pour pouvoir vivre, nourrir ses enfants, les éduquer, les envoyer à l'école et avoir des revenus pour vivre. Donc nous sommes dans une situation d'un être qui est complètement clochardisé par ce pouvoir. Voici ce qu'avait promis Boumedienne. Il avait dit que vers l'année 1980, l'Algérie allait produire, allait sortir un citoyen nouveau. Nous voyons le citoyen déglingué qui a été fabriqué par cette dictature, surtout les 20 dernières années, où Bouteflika a massacré le cerveau des Algériens. Aujourd'hui, il faudrait formater ces cerveaux-là et attendre 40, 50 ans pour reconstruire un nouvel Algérien moderne, ouvert sur le monde, capable de réfléchir et de sortir de son statut victimaire. Lyon, maintenant je discute beaucoup avec les Algériens et je leur dis pourquoi vous ne sortez pas? Pourquoi vous n'allez pas vous mobiliser pour combattre cette dictature qui va vous catapulter contre un mur de béton? Il ne reste pas beaucoup. On est à quelques mètres de l'effondrement de ce pays-là. J'appelle les Algériens qui n'ont pas pris connaissance du rapport du FMI d'aller jeter un coup d'œil pour dire que tous les indicateurs économiques et financiers ne sont pas au rouge, ils sont au rouge sang. C'est-à-dire que nous n'avons plus une petite marge de manœuvre. Quand je leur dis pourquoi vous ne sortez pas, ils disent le coût de la désobéissance est très lourd à porter aujourd'hui parce que c'est les humiliations, c'est les brimades, c'est les tortures, c'est des emprisonnements, les incarcérations, etc. Mais sachez une chose, c'est que le soumis ou les gens qui sont dans cette soumission-là ne le sont pas de façon volontaire. Ils ne le sont pas parce qu'ils veulent continuer à être soumis. Ils portent en eux une véritable rage. Et cette soumission contient en elle-même les prémices d'une révolte à venir. Et quand cette révolte-là
va se déclencher, parce que moi je considère aujourd'hui la pause momentanée du Hirak comme un ressac de la mer. C'est des vagues qui sont en train de se replier à l'intérieur des mers et ça va revenir beaucoup plus fort. Ce pouvoir criminel-là est en train de nous mettre dans la tête qu'il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre possibilité de vivre que de vivre sous une dictature. L'idéologie du consentement par la peur et par le tout sécuritaire semble être la seule solution que privilégie ce pouvoir dictatorial. C'est une fausse solution à un véritable problème. Et on l'a vu, Adel Djebbar, par la dissolution de l'association Raj cette semaine, mais aussi le procureur de la République qui a requis 3 ans de prison ferme contre Karim Tabou et 6 ans de prison aussi contre Brahim Al-Alami. Hassan Hiresh, je reviens à vous. Il y a ceux qui nous reprochent de dire que vous essayez de blâmer le tout sur donc, le passé historique ou sur la faute de la France coloniale, mais aussi la question qui se pose, qu'est-ce que nous avons fait où nous avons fait avec cette Algérie. En 2021 encore, on arrête des jeunes, des jeunes militants politiques ou militants des droits de l'homme parce qu'ils ont des avis contre le régime. On a dissous cette semaine une association qui a exercé depuis 28 ans, depuis 1993. Comment peut-on décrire la situation en Algérie aujourd'hui, Hassan Hiresh? Malheureusement, la situation est absolument une situation funeste, extrêmement grave, et une situation totalement explosive. C'est vrai que nous demandons à la France de dire que la France de 2021 n'est pas celle de 1961, qu'elle a changé de politique, qu'elle a changé de philosophie, qu'elle a changé de ses rapports avec les peuples qui aspirent à la liberté, que tout simplement elle respecte désormais les peuples qui réclament tout simplement leur souveraineté, qu'elle réclame, qu'elle accepte que des peuples demandent leur droit à l'autodétermination. Bon, quand on demande ça à la France, anciennement pays colonial, et on voudrait bien, évidemment, que notre pays ne soit pas dans cette configuration-là. Mais comme je disais, à partir du moment où il a repris les mêmes institutions, à partir du moment où il a repris exactement les mêmes méthodes, à partir du moment où il méprise de la même façon le peuple algérien, il va de soi qu'aujourd'hui, effectivement, on en arrive à une situation où ceux qui étaient pour l'Algérie française nous disent aujourd'hui, vous voyez, on vous l'a bien dit, que si on partait, l'Algérie allait sombrer, allait être un pays totalement dans le chaos. Aujourd'hui, si des gens comme Zemmour et comme plein d'autres comme lui, comme l'extrême droite, l'ultra-droite, comme l'OAS aujourd'hui encore, vivante, existante, etc., nous disent, vous voyez, parce qu'on a quitté l'Algérie et que vous êtes aujourd'hui incapables de vous gouverner, malheureusement, nos gouvernants leur donnent raison. Évidemment, malgré tout un peuple qui réclame pacifiquement un changement, un passage vers la démocratie, un passage vers la souveraineté populaire, un passage vers le respect des droits, un passage vers l'égalité homme-femme, un passage vers l'égalité entre les cultures, entre les langues, etc. Or, nous assistons depuis 1980, avec le printemps amazigh, puis de 81, bis repetita de printemps amazigh dont on ne parle pas et qui s'est passé dans la vallée de la Soumam, puis évidemment 86 à Oran, 88 dans toute l'Algérie, les années noires, comme chacun le sait, les années 90. de la décennie noire, les années 90, et 2001, comme l'a rappelé Adel Djebbar, ainsi de suite. Et puis,
Aujourd'hui où on cueille des jeunes pour un oui ou pour un non, pour les mettre dans les mêmes prisons que la période coloniale, dans les mêmes prisons où on mettait les nationalistes algériens qui se battaient pour l'indépendance. Aujourd'hui, ce sont ceux qui se battent pour la démocratie qui sont mis dans les mêmes prisons, avec les mêmes méthodes, les mêmes tortures, les mêmes vexations, les mêmes procès expéditifs, la même justice aux ordres. Donc nous sommes encore malheureusement, depuis 500 ans, les Algériens, nous passons de colonisation en colonisation, de méthode coloniale en méthode coloniale, et aujourd'hui le peuple algérien n'en peut plus. Il n'en peut plus d'un point de vue de la violation de ses libertés, mais il n'en peut plus aussi de cette catastrophe économique dont vient de parler Adel Jabbar, parce que tout simplement, comment dirais-je, le pouvoir algérien ne travaille pas pour l'économie algérienne, ne travaille pas pour le développement de l'Algérie, ne travaille pas pour l'émancipation du peuple algérien, ne travaille pas pour régler les problèmes économiques, financiers, climatiques, éducatifs, etc. Tout cela est laissé de côté pour continuer la répression jusqu'à étouffer totalement le peuple algérien et rendre pérenne un pouvoir militaro-policier, un pouvoir qui, malheureusement, depuis l'indépendance, tient le haut du pavé et qui, malheureusement, continue absolument avec les mêmes méthodes, alors que Sinassar, Abdelmajid Tebboune et Chengriha et tous ceux qui sont autour d'eux peuvent profiter justement de cette période pour passer à une transition. Ils ont tous les moyens pour qu'ils donnent la parole au peuple algérien, pour qu'ils donnent la parole à la société civile, aux partis politiques, aux syndicats, aux associations, aux acteurs multiples, de façon à reconstruire ce pays, de façon à créer de nouvelles bases, de façon à refonder l'État, de façon à donner les mêmes droits aux Algériens et aux Algériennes, de façon à ce que l'Algérie s'en sorte et qu'elle puisse faire face aux grandes difficultés qui l'attendent dans cette décennie 2020-2030, parce que si elle ne se redresse pas dans cette décennie-là, il est évident que l'Algérie après 2030 sera du même niveau que ce qu'est le Yémen aujourd'hui, que ce qu'est le Venezuela aujourd'hui, que ce qu'est la Syrie aujourd'hui. Et malheureusement, ce ne sont pas des images, ce sont des réalités qui nous sautent aux yeux. Très bien. Très rapidement, Hassan Hirash, je vais vous donner une minute, après je vais terminer avec Adel Jabbar. Peut-être il y a beaucoup d'observateurs qui vous diront que le régime est en période de transition, mais cette transition le concerne seulement lui, pas le peuple algérien. Comment vous trouvez, parce qu'on a eu Hassan Zahraoui qui a parlé d'alerter l'opinion internationale et le rôle de l'immigration, le rôle des Algériens à l'étranger. Je sais que vous avez participé à un colloque donc à l'Assemblée nationale pour parler un peu de cette situation en Algérie, du recul de cette répression, mais aussi du recul des droits en termes des droits de l'homme. Pourquoi est important d'alerter l'opinion internationale? Très rapidement, Hassan Hirash. Il est absolument important que la répression des Algériens ne se passe plus à huis clos. Je pense que les pouvoirs algériens successifs depuis 1962 redoublent de férocité dès lors qu'il y a l'omerta, dès lors qu'il y a le silence au niveau international. Ils sont extrêmement susceptibles, ils sont très sensibles à la parole de l'étranger, et donc il est extrêmement important que nous, ici, dans l'immigration, en Europe et en Amérique du Nord, nous puissions alerter les opinions publiques internationales
de façon à ce que la répression, encore une fois, ne se passe plus à huis clos. Je rappelle que même la guerre d'indépendance, s'il n'y avait pas eu Bandung, s'il n'y avait pas eu soutien de l'opinion internationale, s'il n'y avait pas soutien de toutes les forces progressistes de l'époque, eh ben, l'indépendance de l'Algérie aurait été extrêmement difficile, peut-être reportée à d'autres années encore, peut-être que la guerre aurait duré encore plus. C'est parce que des pays amis, c'est parce que des Français se sont investis justement dans cette guerre et ont fait l'honneur de la France en défendant les libertés des Algériens, en défendant l'indépendance de l'Algérie. Eh ben, aujourd'hui, il en est de même. Il doit y avoir des Français, des Européens, des Américains qui se battent avec nous, qui nous tendent la main et qui travaillent avec nous pour que nous disions à ce pouvoir répressif, basta, halte. Et le peuple algérien a droit tout simplement à recouvrer sa souveraineté, Merci. à recouvrer ses droits, à avoir droit aux droits, comme dirait Hossein Ait Ahmed, et tout simplement enfin à recouvrer sa véritable indépendance, c'est-à-dire ses libertés individuelles et collectives. Merci à vous, Hassan Hirish. Le mot de la fin, Adel Djebbar, toujours dans le contexte de cette question, donc alerter l'opinion internationale. Pourquoi est si important d'alerter cette opinion internationale? Le rôle donc des Algériens de l'étranger. Je ne vais pas dire la diaspora, comme ça vous n'allez pas vous fâcher. Non, le rôle des Algériens de l'étranger est extrêmement important. Ils sont en train de mettre la lumière sur toute l'horrible répression que vit le peuple algérien à l'intérieur. Vous aviez tout à l'heure parlé de transition. Nous sommes malheureusement en transition depuis 1962 avec les mêmes acteurs. Une transition politique veut tout simplement dire qu'il y a une alternance au pouvoir. Or là, la seule alternance que nous avions eue, c'est une succession de treillis militaires, de rongeurs et de casquettes. Ce sont les mêmes. On n'a jamais quitté la caserne. Et donc, c'est encore la caserne en Algérie depuis 1962. Il faut comprendre une chose, c'est que les droits s'arrachent, ils ne se donnent pas. Cette junte militaire, avec son personnel civil et servile, ne lâchera pas le pouvoir comme ça. Ils ne le lâcheront que contraint et forcé. La France, par la bouche de son ministre des Affaires étrangères, la dernière fois, quand il a été interpellé. Et je pense que notre ami Hassan Hirish était présent dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale française. Quand il a été interpellé par une députée communiste, il avait répondu de façon extrêmement cynique. Il a dit « La France est l'ami du peuple algérien. La France est l'ennemi éternel du peuple algérien. La France est l'ami éternel de la dictature algérienne qu'elle n'a jamais cessé de porter à bout de bras depuis 1962 pour des intérêts que tout le monde connaît. » Parce que l'Algérie, aujourd'hui, c'est la vache laitière de la France. Elle fait ce qu'elle veut. Vous vous rappelez, en 95... Très rapidement, c'est Adel Djebbar. Ce que je veux tout simplement dire, c'est qu'il ne faut pas se fier aux déclarations. Moi, le blâme, je le mets sur la tête et sur les épaules des indus occupants qui ont pris en otage ce pays-là. Quand je vois le Rwanda qui est sorti d'un horrible génocide, qui a suscité la reconnaissance et la repentance de la part de Macron, qui s'est déplacé à Kigali pour demander pardon aux Rwandais, je ne vois pas pourquoi. Aujourd'hui, cette même France ne demande pas pardon, ne reconnaît pas ses crimes et n'indemnise pas les descendants des victimes, y compris ceux qui ont été irradiés par les bombes atomiques et les essais nucléaires français au Sahara. Ça, je fais porter le blâme à un régime fragile qui a toujours travaillé contre les intérêts de l'Algérie au profit de sa... Merci à vous, Adel Djebbar. Barakallahu fik. Merci à vous, Adel Djebbar. Pour moi, l'Algérie, c'est encore un dom-tom.
Yatik Saha, merci à vous Adel Jabbar qui était avec nous depuis le Canada. Merci à vous Hassan Hirsch, cher ami, d'avoir participé dans cette émission. Yatik Saha, Hassan Hirsch qui était avec nous depuis Paris via Skype. Merci à Gilles Monceron qui était avec nous aussi, spécialiste de l'histoire coloniale de la France. Ahsan Zahraoui, sociologue et spécialiste de l'immigration. Et Sanhaja Akrouf, militante politique qui était avec nous depuis Paris. Yatikoum Saha, merci à vous d'avoir suivi cette émission.